Alors, il est donc 20h01. Donc, nous allons donc démarrer cette séance du conseil municipal. Donc, nous allons commencer donc par le point 1 donc, de l'ordre du jour qui concerne donc une opération d'investissement d'éclairage public dans le cadre de la modernisation du parc d'éclairage public. Alors, comme vous le savez, donc, nous avons fait une convention avec le SDE pour moderniser donc, notre éclairage public et nous allons donc le moderniser par tranche. Et donc là, nous vous proposons donc pour la deuxième tranche donc, de voter le montant donc, pour cette deuxième tranche. Alors, la délibération est la suivante. La commune du Lardin-Saint-Lazare, donc adhérente au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses équipements pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. Le conseil municipal donc souhaite l'inscription de l'opération modernisation du parc d'éclairage public portée par le SDE 24. Compte tenu du caractère exemplaire de ce programme en matière d'économie d'énergie, nous allons solliciter l'État dans le cadre du fonds vert afin d'obtenir une subvention. Donc le budget et le plan de financement prévisionnel annuel sont les suivants. Donc le montant total des travaux annuels s'élève à 30 500 €. La participation du SDE 24, qui est à hauteur de 35%, s'élève à 10 675 €. Donc le coût total acquitté par la commune et éligible au fonds vert est de 19 825 €. Le montant sollicité pour le fonds vert est de 25%, soit 7 625 €, donc ce qui ferait un reste à charge pour la commune de 12 200 €. Donc on vous a joint l'ensemble donc, des programmes qui sont engagés aussi sur les différentes communes donc, du département. Voilà, vous avez pu comparer et regarder. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne un projet de régularisation de l'assiette de l'impasse des arômes. Alors, ça c'est au même titre que l'on l'a fait, ou on a commencé à le faire, on est toujours en cours donc, pour l'avenue de la Promenade. Là aussi, on s'est aperçu, donc, quand on a fait la réhabilitation donc, des parkings en face donc, de la verrerie, que cette impasse, en fait, ne nous appartenait pas. Et que dans, je dirais, les municipalités antérieures, elle avait été goudronnée. Autrement dit, on goudronne des espaces privés aujourd'hui. Voilà. Donc, nous pensons donc qu'il est temps de régulariser cette situation. Nous en avons fait part aux 5 propriétaires concernés, qui apparemment sont tout à fait d'accord pour régulariser cette situation. Et donc, je vais vous proposer donc, la délibération suivante. Madame le maire donc, informe le conseil municipal qu'il serait souhaitable de régulariser l'assiette de l'impasse des arômes. En effet, cette impasse a été créée par les municipalités précédentes avec une emprise sur les propriétés des administrés. Riverains, puis goudronnée et entretenue par la commune. Il conviendrait de régulariser cette situation afin que la commune en devienne propriétaire. Dans ce cas, et conformément à l'article L161-10 du Code rural et de la pêche maritime, le changement d'assiette de ce chemin peut être envisagé. Un géomètre sera diligenté par la commune afin de matérialiser l'emprise de la voirie existante, puis un acte sera dressé par le notaire, donc les frais engagés seront intégralement pris en charge par la commune. Pour cela, il convient dans un premier temps de procéder à l'établissement d'un plan parcellaire par un géomètre. Les frais seront également à la charge de la commune. Puis, dans un second temps, de procéder à une enquête publique préalable au changement d'assiette du chemin. Voilà, c'est la même démarche que nous avons fait pour l'avenue de la Promenade. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions là-dessus? Non? Le montant à peu près des... Je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas été, on en est... Le géomètre va être diligenté, donc on n'a pas le montant des frais notaires pour l'instant. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Donc,
c'est une erreur qui a été faite et c'est à nous donc de la régulariser. Erreur de longue date, Oui, erreur de longue date, oui, tout à fait. pas contemporaine. Oui, mais comme il y en a plusieurs comme ça, et donc on les découvre au fur et à mesure. Voilà. Alors ça pose des soucis quand on veut faire refaire les clôtures, quand les riverains veulent faire des clôtures, où est la limite, machin. C'est comme ça qu'on a découvert c'est le ça. poteau rose. Voilà. Je me rappelle, il y a même il y a des routes qui ont disparu et une autre qui s'est créée, C'est possible. Mais... au peu. Oui, oui. Ouais, Oui, on connaît, on sait, Oui, on est au courant. tout à Pourquoi, fait. comment, je n'en sais rien. Ouais. Même les réseaux ont suivi la nouvelle route. Mais c'est fait depuis 40 ans, je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est ça. Des fois, c'est des erreurs au niveau du cadastre, souvent. Mais le cadastre était faux. Oui, c'est ça, les erreurs. Il n'a pas été repris. Souvent, c'est ça. Bon, donc on va essayer de régulariser ceci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, pareil, dans le même ordre d'idée, vente d'une parcelle, d'une partie de la parcelle D224 située rue du Cerne. Alors, vous savez, là c'est pareil, on l'a découvert lors de l'achat, donc vous savez qu'on a acheté ce qu'on appelait le terrain de bail. Et c'est en allant signer donc chez le notaire qu'on s'est aperçu que ce petit bout de bâtiment, qui est fait entièrement partie du bâtiment de SLM Métallurgie, il n'est pas rajouté, le mur est continu, c'est un mur en ciment qui continue, et on s'est rendu compte que ce petit bout, en fait, nous était attribué. Voilà, au mystère, parce que voilà, personne, ni M. Lacoste, ni nous, n'imaginons ceci. Donc là, on a également demandé à M. Lacoste, donc effectivement, voir comment on pouvait faire pour régulariser la situation. Donc on va pour un prix donc de à peu près, donc on a estimé, on va pas, c'est encore une erreur, ça je pense, donc du cadastre ou de quelqu'un qui a fait cette erreur-là. On va lui acheter il va nous l'acheter pour 50 € et on va lui laisser, alors non pas une servitude, mais disons un accès pour qu'il puisse nettoyer tout le long du bâtiment le jour où il voudra effectivement faire un nettoyage du bâtiment. Voilà, on va le nettoyer, on va le notarier donc voilà ce qu'on vous propose. Et il sert à quoi ce bâtiment actuellement? Alors là, il en a besoin parce qu'il va faire des vestiaires dedans. Voilà. Ça fait combien de mètres carrés, ça Je ne sais pas. C'est petit. 20 mètres carrés. Ouais, 15 ou 20 mètres. 20 mètres carrés. Ouais. Après, il y a une surface de C'est béton vétuste. en plus. Oui, Tout n'est pas couvert. Il y a une c'est terrasse. restauré surtout. Oui. Voilà. Donc c'est encore des choses qu'il faut régulariser, des anomalies. Je pense que là on peut parler d'une anomalie, parce que franchement on n'a rien à voir là-dedans. Voilà, donc je vous propose la délibération suivante. Donc Madame le maire informe le conseil municipal que la SCI Lacoste a émis le souhait d'acheter une partie de la parcelle communale cadastrée D224, 6 rue du Cerne. Donc un géomètre sera diligenté par la commune afin de matérialiser l'emprise du terrain qui sera cédé au futur acquéreur. Puis un acte sera dressé par le notaire. Les frais engagés seront intégralement pris en charge par le futur acquéreur. Voilà. Et donc c'est pour ça que on a pensé qu'il va payer déjà les frais et en plus 50 € pour pas dire qu'on le lui donne, mais presque. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors le point suivant porte sur l'adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance proposée par le centre de gestion de la Dordogne. Donc effectivement à partir du 1er janvier 2025, la prévoyance va s'imposer donc à l'employeur qui aura une obligation donc de participer, comme c'est le cas aujourd'hui dans le privé. Donc ça va aussi s'imposer donc à la fonction publique territoriale. Voilà, donc cette prévoyance, elle va couvrir les aléas de la vie, maladie, invalidité, incapacité, dépendance et décès, et elle va permettre donc un maintien partiel du salaire.
par exemple les agents qui passent à demi-traitement au bout de 3 mois d'arrêt maladie, la prévoyance leur permet de conserver 90% donc, de leur salaire de base. Le montant minimal de la participation employeur donc, pour les agents qui adhèrent à cet organisme labellisé est de 7 € par mois. Et nous, on vous propose de fixer le montant de la participation employeur à 13 € par mois. Le minimum étant 7, voilà. Et le maximum étant bien évidemment 100% de la prise en charge. Pourquoi 13 €? Parce que c'est ce qu'on vous propose de mettre. On a estimé que voilà, c'est ce qui pouvait. Et donc, quel est le montant à 100% de la cotisation? Le montant à 100%, je ne sais pas. Ça dépend des personnes et ça dépend voilà, de la couverture choisie. Des options, Il n'y a pas de règle. Donc nous, on vous propose 13. Voilà. Bon, il y en a qui ont pris 15, il y en a qui mettent... voilà. Après, il faut bien proposer un montant. Donc, je vais vous lire, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais vous lire la délibération. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L827-1 et L827-11, vu l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu le décret 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, vu l'avis du comité social territorial en date du 28 juin 2024 approuvant le choix de l'opérateur, vu la délibération du centre de gestion de la Dordogne en date du 5 juillet 2024 approuvant le choix de l'organisme assureur pour la conclusion de la convention de participation relative au risque prévoyance pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, vu la convention de participation prévoyance signée entre le centre de gestion de la Dordogne et le groupement MNT Reliance, vu la lettre d'intention du 12 janvier 2024, la commune du Lardin-Saint-Lazare, afin de participer à la procédure de consultation engagée par le centre de gestion de la Dordogne en vue de la conclusion d'une convention de participation sur le risque prévoyance. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'à compter du 1er janvier 2025, les employeurs territoriaux ont obligation de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents pour le risque prévoyance à hauteur minimum de 7 € par mois et par agent. L'article L827-7 du Code général de la fonction publique confie au centre de gestion une nouvelle mission obligatoire qui est de conclure pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui les ont mandatés une convention de participation couvrant le risque prévoyance. Par conséquent, en mars 2024, le CDG 24 a lancé une procédure de mise en concurrence mutualisée avec les CDG 19, 23, 47, 64 et 87 en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance au profit des collectivités et établissements publics du département de la Dordogne l'ayant sollicité. Il indique qu'à l'issue de la procédure de consultation, le CDG 24 a souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance auprès du groupement MNT Reliance pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2025. Le maire précise que la collectivité avait manifesté son intérêt pour cette mise en concurrence et qu'à ce titre, elle peut aujourd'hui adhérer à la convention de participation proposée par le CDG 24 après consultation du comité social territorial pour permettre à ses agents de bénéficier des garanties et conditions financières mutualisées proposées par le prestataire qui a été retenu. Il précise également que s'agissant d'un contrat collectif à adhésion facultative, les agents de la collectivité ont le choix d'adhérer ou non, mais que seuls les agents qui adhèrent au contrat perçoivent la participation financière de l'employeur. Au vu de ces éléments, le maire propose l'adhésion de la collectivité à la dite convention de participation pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025. Il propose de fixer à 13 € par mois et par agent la participation employeur obligatoire
dans le cadre de ce dispositif pour le risque prévoyance. Il précise que le comité social territorial a été consulté pour avis le 24 octobre 2024. Donc, qui est contre? Juste, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation pour les agents d'adhérer. Non. Mais ils peuvent éventuellement rejoindre le... S'ils ne souhaitent pas adhérer au 1er janvier 2025, ils pourront adhérer en 2026. Oui, bien sûr. Après, oui, ils peuvent changer d'avis. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, un peu dans le même genre, la question suivante concerne l'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 24. En fait, il s'agit simplement d'un renouvellement de convention qui a lieu tous les 3 ans auprès du CDG. Donc, nous avions déjà une convention et là, on vous demande donc de la renouveler. Parce qu'effectivement, donc les collectivités et les établissements doivent disposer donc d'un service de médecine préventive. Donc, il s'agit d'éviter évidemment toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène de travail ainsi que les risques de contagion. Donc, le CDG propose ce service. Donc, nous sommes adhérents depuis de nombreuses années. Nous avions donc déjà eu une première convention qui arrive à terme. Et donc, nous vous proposons donc de la renouveler. Il y a une évolution par rapport à la dernière convention. C'est l'établissement de fiches de risque professionnelles par la médecine du travail. Voilà. Et après, les autres dispositions restent inchangées. Cela représente un coût de 0,35% de la masse salariale, soit 3 280 € pour 2024. Est-ce que vous avez des remarques? Je vais vous lire la... Il n'y a plus de contrôle pulmonaire? Non, je pense pas. Non. Non. Il n'y a plus de tuberculose? C'était suite, la tuberculose bovine, mais après, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais vous lire la délibération. Alors, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu les dispositions du Code général de la fonction publique, notamment les articles L 812-3 et suivants, vu le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, vu le décret 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, vu le décret 85-602 du 30 juillet 1987 modifié, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la Dordogne en date du 22 novembre 2024, déterminant les conditions d'adhésion des collectivités et établissements publics au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 24. Considérant la proposition de convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 24, Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal l'obligation de disposer d'un service de médecine préventive. Pour ce faire, elle propose d'adhérer au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 24 et porte à la connaissance des membres présents les dispositions de la convention d'adhésion, jointe à l'annexe que vous avez eue, qui vous a été envoyée, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Voilà, donc vous en avez eu possession, vous avez pu la regarder. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, le point suivant concerne la mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Cela concerne la fonction du policier municipal. Donc les policiers municipaux avaient le droit à un régime indemnitaire composé de 2 primes qui étaient dénommées l'indemnité d'administration et de technicité, l'IAT, et une indemnité spéciale mensuelle de fonction, l'ISMF. Donc le décret du 26 juin 2024 réforme ce régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2025.
Les policiers municipaux pourront se voir ainsi verser l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, en remplacement de l'IAT et de l'ISMF, qui sera composé obligatoirement d'une part fixe et d'une part variable. Donc voilà, donc là c'est la loi qui nous oblige donc de passer à cette nouvelle indemnité spéciale qui s'appelle l'ISFE. Donc je vais vous lire. Alors je pense que la délibération vous l'avez eue. Elle fait 4 pages. Donc je pense que bon, alors, si vous voulez, je vous la relis. Mais vous l'avez eue, donc voilà. Enfin, c'est comme vous voulez. Vous voulez que je vous la lise? Moi, je ne l'ai pas eu, mais ça ne me gêne pas. Vous ne l'avez pas eu? Non. Je pense que si, monsieur Delage. Vous ne pensez pas comme moi. Ben, on ne pense pas pareil, non. Ça, c'est sûr qu'on ne pense pas pareil. C'est une évidence. Mais elle a été mise dans votre boîte aux lettres, monsieur Delage. Alors, si vous n'avez pas ouvert votre boîte aux lettres... Alors, quelqu'un me l'a volé. Ah, quelqu'un vous l'a peut-être volé, oui. Certainement. Sans doute, même. Ça intéresse beaucoup de monde. Voilà, sans doute. Bon, bon, je vais vous dispenser donc de la lecture de cette délibération. Je vous en ai expliqué la teneur. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la création de postes suite à des avacements de grade. Donc, vous savez que tous les ans, il est proposé à certaines personnes d'avoir des avancements de grade, donc c'est soumis à notre approbation ou pas. Donc nous avons pensé qu'effectivement, une personne des services techniques et 2 personnes de la crèche pouvaient prétendre à ces avancements de grade. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc nous allons, si vous le validez, créer des postes suite à ces avancements de grade. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emploi et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi numéro 84-53 susvisée, vu le précédent tableau des effectifs adopté par le conseil municipal le 21 octobre 2024, Madame le maire informe l'Assemblée que dans le cadre de la procédure des avancements de grade, 3 agents peuvent être inscrits au tableau des promouvables. Il appartient maintenant au conseil municipal de créer les postes correspondant à ces avancements. Donc il s'agit d'un adjoint technique territorial qui sera nommé sur un grade d'adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2025 à temps complet. Et de 2 auxiliaires de puériculture de classe normale seront nommés sur un poste d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure à compter du 1er janvier 2025 à temps complet. Donc le tableau des effectifs sera donc modifié en ce sens. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Donc vous avez le tableau des effectifs, donc vous a été transmis. Donc la délibération suivante porte donc sur la modification du tableau des effectifs qui est consécutif à ce que l'on vient de voter. Donc je vous propose de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2025. Les effectifs du personnel seront fixés donc comme indiqué dans le tableau qui vous a été transmis. Donc qui est contre la modification du tableau des effectifs? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant porte sur le recrutement de 4 agents recenseurs, puisque effectivement nous allons procéder en 2025 au recensement donc de la population. Donc le recensement aura lieu donc du 16 janvier au 17 février 2025, et à cette occasion donc il nous faut recruter donc 4 agents recenseurs. Donc les agents recenseurs vont effectuer donc une tournée de reconnaissance entre le 7 et le 12 janvier.
À cette occasion, ils disposeront donc dans les boîtes aux lettres une information de l'INSEE concernant le recensement pour que tout le monde soit bien informé. Alors, on va en plus donc mettre, comme on le fait à chaque fois, donc sur Ma Mairie en Poche, sur Facebook, sur le site de la commune et sur les panneaux d'affichage. Surtout bon, pour que les personnes âgées soient bien sûr bien au courant et qu'elles gardent un bon accueil, réservent un bon accueil à ces personnes. Donc je vais vous lire la délibération, s'il n'y a pas de questions. Pardon, Donc, il y a oui. un coordonnateur des 4 personnes. Oui. Le coût, Le coût, ce sont des gens qui sont, je vais vous le dire, de toute façon, ce sont des gens qui sont rémunérés c'est dans la au SMIC. délibération. Alors le montant n'est pas dans libération. Dans la délibération, ils ont une durée de travail de 24 heures et ils sont rémunérés sur la base du SMIC. Voilà. Et il y a un contrat de travail, enfin c'est soumis à un contrat de travail. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est de la charge de la commune. À la charge de la commune, oui, bien sûr. Ça, je vais vous le lire ensuite. Voilà. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment sous l'article 3, vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 5, vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, Madame le maire explique à l'Assemblée qu'il est nécessaire de créer des emplois d'agents de recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement de 2025. Il est préconisé de ne pas confier plus de 300 logements par agent recenseur. La commune du Lardin-Saint-Lazare compte environ 1026 logements. Il est donc proposé de recruter 4 agents recenseurs à temps non complet, 24 heures hebdomadaires, pour réaliser les opérations du recensement 2025. Le recensement se déroulera donc, comme je l'ai dit, du 16 janvier 2025 au 17 février 2025. Les agents recrutés seront rémunérés du 6 janvier 2025 au 18 février 2025 sur la base de l'échelle C1 et de l'échelon 2 de l'emploi d'adjoint administratif pour une durée hebdomadaire de 24 heures. Les agents bénéficieront d'une indemnité compensatrice de congés payés. Une indemnité forfaitaire de déplacement sera allouée à chaque agent recenseur afin de permettre le remboursement des frais de déplacement sur la commune. Le montant de cette indemnité pour toute la période sera de 100 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Très bien. Donc, on va procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant porte sur le budget de la commune, sur une décision modificative. Alors effectivement, donc nous allons engager une opération d'aménagement de l'entrée du stade de rugby. Et donc nous allons donc devoir faire une modification dans le budget pour pouvoir intégrer cette opération. Donc je vais vous en parler plus tard et nous allons vous projeter les travaux qui sont envisagés. Comment? Je sais pas la vidéo. Pourquoi tu Je sais pas? pas. Ah, bon, alors il y a un détail technique qui était prévu de vous... Ouais, je l'ai pas. Ah, Tu veux que j'aille chercher? bah ouais, on va la chercher. Parce qu'elle n'arrive pas encore, donc t'as le temps. Ouais. Ouais, voilà, on va essayer de vous la... Voilà, c'était prévu de vous la projeter après sur le point d'après. Alors, donc je vais vous lire la délibération. Donc, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de l'exécution budgétaire de l'exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements de crédit entre les différents chapitres du budget principal de la commune. Madame le maire explique à l'Assemblée qu'il est nécessaire de créditer l'opération aménagement de l'entrée du stade de rugby. Afin de financer ces travaux, il convient de prélever l'opération 221 salle de spectacle, imputation 21 318,2
128 146,67 euros et de créditer l'opération 237, aménagement de l'entrée du stade de rugby, imputation 21 314 de 128 146,67 euros. Donc vous allez avoir ensuite derrière le plan de financement avec la photo, enfin la vidéo qui va vous être projetée. Voilà, elle est partie la chercher. Je vous donnerai donc tout le plan de financement. Donc je vous rappelle que c'est à l'occasion du stade qui va être nommé donc Thierry Patonnier, que je vous avais demandé donc de voter dans un précédent conseil municipal. Et nous allons profiter malheureusement de cet événement pour effectivement refaire l'entrée du stade qui en a bien besoin et qui est très très vétuste. Voilà. Donc ça va être fait rapidement. Oui, ça sera. Ça n'attend pas le budget 2025. Donc. Si, ça sera sur le budget. Une partie sera prise aussi sur le budget, mais là il faut qu'on commence donc l'opération et notamment payer le bureau d'études qui a fait l'étude. Voilà. Donc je vous donnerai le détail là tout à l'heure du plan de financement. Donc là c'est juste une modification budgétaire qui vous est demandé de voter sur cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, de même ordre d'idée, le prochain point porte sur le budget annexe Centre municipal de santé, également sur une décision modificative, puisque nous allons dû procéder à l'achat d'un onduleur, et c'était absolument pas prévu, puisqu'il a lâché et qu'il a fallu sursoir et acheter un onduleur. Voilà. Donc, je vous lis la délib. Vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre de l'exécution budgétaire de l'exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements de crédit entre les différents chapitres du budget du Centre municipal de santé. Madame le maire explique à l'Assemblée qu'il est nécessaire de créditer l'opération et équipement informatique pour l'achat d'un onduleur. Afin de financer ces achats, il convient de prélever l'imputation 6238 de 1038,12 euros, de créditer l'imputation 023 de 1038,12 euros, de créditer l'imputation 021 de 1038,12 euros, de prélever l'opération équipement non individualisé, imputation 21 838 de 1307,88 euros, et de créditer l'opération 10 équipement informatique commun, imputation 21 838 de 2346 euros. Donc ce sont des gymnastiques budgétaires donc, sur les différentes lignes. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant porte sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2023 et notamment par la récupération de la taxe par la commune. Donc, c'est pour les personnes, Madame Vianne Nicole, 12 rue des Écoles, pour la somme due de 87,75 €. Madame Fougeré Irène, qui réside également 12 rue des Écoles pour la somme identique de 87,75 €. Pour Monsieur Guédot Laurent, qui réside également 12 rue des Écoles pour 87,75 €. Pour Monsieur et Madame Enoch Stéphane, au 15 bis avenue Georges Opinaud pour 134 €. Pour la société Soudage Technique Industrie sur le terme au Lardin pour la somme de 252 €. Pour Monsieur et Madame Reynaud, Jean-Victor 10 bis rue des Écoles pour 90 €. Pour le Centre municipal de santé 60 avenue du 8 mai 1945 pour 1005,50 €. Pour le CMS, appartement des médecins à 60 avenue du 8 mai pour 251,38 €. Pour Monsieur Barbero, Madame Lajugie, appartement numéro 4, 60 avenue du 8 mai pour 251,38 €. Et pour la crèche municipale 12 avenue de la Promenade pour 739,49 €, soit un total des sommes à recouvrer de 2 987 €. Madame Pierson, je vais vous céder ma place puisque je suis concernée par ce vote. Allez, il faut que tu fasses voter. Moi, je me lève. Je vous appelle. Je fais ma place.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Merci. Alors, le point suivant concerne le plan de financement de l'aménagement de l'entrée du stade. Donc, je crois qu'il y a quelques soucis techniques. Donc, je vais vous proposer de passer au point suivant et je reviendrai à celui-ci quand Gladys aura résolu ses problèmes techniques. Le point d'après était l'attribution de subventions 2024. Donc, il vous est proposé effectivement d'allouer au titre 2024 des subventions, donc notamment à l'association, à une personne donc, fait partie de l'association Incroyable Défi des étudiants en orthophonie, IDEO, pour 500 €. Donc, c'est la participation au projet de solidarité Charity Association Helping Cambodia Children, donc pour les enfants du Cambodge. Alors, il s'agit, je vais vous lire la lettre, de Madame Chloé Aymar, au 31 route de l'Age. Donc, Madame le maire, étudiante en 2e année d'orthophonie à Limoges, je suis partie prenante de l'association IDEO, Incroyable Défi des étudiants en orthophonie, créée en 2015 par une poignée d'étudiants soucieux d'aider à l'international et qui mène à bien un projet solidaire. Excusez-moi. Ça marche. Voilà, la preuve que ça marche. Cette année, nous sommes 5 étudiantes en orthophonie et nous avons pour ambition de partir au Cambodge pendant 3 semaines en juillet 2025 afin de soutenir à notre tour l'association CAHCC, donc je vous ai donné tout à l'heure le nom en anglais, à Happy Land et ainsi assurer la continuité du projet initié par nos prédécesseurs depuis 2019. C'est pour nous la meilleure façon de garantir un impact durable, tant au niveau humain que matériel. Le centre Happy Land accueille près de 40 enfants entre 6 et 18 ans et leur offre un espace ludique, les éloignant des défis économiques, éducatifs et culturels auxquels le pays est confronté. Une fois sur place, nos objectifs se divisent en 3 axes. Un axe pédagogique avec de multiples cours, que ce soit d'anglais, de piano, d'informatique et de sport. Un axe de sensibilisation, notamment à l'hygiène et à l'environnement. Un axe de rénovation du centre afin de permettre aux enfants d'évoluer dans un espace adapté. Pour mener à bien notre projet, le budget prévisionnel s'élève à 20 000 €. C'est pour cela que tout au long de l'année, nous organisons de nombreux événements, tels que des petits déjeuners, des soirées, un loto, une tombola, etc. À titre personnel, je vous sollicite, ainsi que le conseil municipal, pour une participation financière exceptionnelle liée à ce projet. J'espère que ce projet retiendra votre attention. Vous voyez, Madame le maire, mes sincères salutations. Voilà. Donc, il nous a paru être un projet intéressant et donc nous vous proposons donc de voter donc une subvention donc de 500 € pour soutenir donc cette participation. Et la deuxième, c'est la subvention à la coopérative de l'avenir pour 6 000 €. Donc la coopérative de l'avenir, c'est la coopérative donc des écoles pour un voyage scolaire. Donc je vais donner la parole à Jenny Coulon qui va vous expliquer quel est le voyage, le coût du voyage et ce qui est prévu. Voilà. Donc c'est une classe découverte à Anglette. Donc le thème du séjour entre terre et mer et tradition basque. Donc du 14 au 18 avril 2025, donc 5 jours et 4 nuits qui concerneraient 4 classes. Les 2 classes de CP, la classe de CE1 et la classe de CM1-CM2 de M. Josse. Donc au domaine du Pignada. Les activités qui vont être proposées pour les enfants, donc pour tous les niveaux scolaires, jeux traditionnels basques, visite du musée de la mer à Biarritz, découverte de l'estran rocheux, visite de la Rune en petit train, rallye-énigme dans Saint-Jean-de-Luz, initiation à la pelote basque et course d'orientation dans la forêt du Pignada. Uniquement pour les CP-CE1, visite de la chocolaterie, visite fabrication du piment d'Espelette. Et pour les CM1-CM2, visite Bayonne ville d'art et d'histoire. Donc ça comprend 54 élèves, dont 8 accompagnateurs.
Donc les enseignants qui sont à l'initiative de ce projet, c'est M. Develberhaut, Mme Fantou, Mme Breuil et M. Josse. Donc l'hébergement enfants et accompagnateurs, 18 098 €. Il est demandé 100 € par enfant. Les familles peuvent payer en plusieurs fois, ils peuvent échelonner leur paiement. Le transport aller-retour et pendant le séjour s'élève à 2 686 €. Le total du séjour s'élève à 20 784 €. Donc le coût est de 385 € par enfant. Les écoles, les actions prévues sur l'année, donc novembre-décembre, il y a une vente de sapins. Donc il m'avait marqué 200 €, mais apparemment ça a rapporté plus que 200 €. Le marché de Noël, ils n'ont pas donné leurs chiffres, mais apparemment il a très bien marché. Vente de chocolat de Noël, et ça a également très bien fonctionné. Janvier, février, mars, il va y avoir un loto le 18 janvier. Vente de gâteaux sur le marché du Lardin, donc ils seront aussi présents vendredi sur le marché du Lardin. Avril-mai, ils vont faire une vente de plans. De plans De plantation. J'ai compris plan. Non, des plans. Un vide de ta chambre. Et juin-juillet, une randonnée gourmande et un spectacle de danse. Donc, ils espèrent récolter 4 800 € dans leurs actions. Mais déjà, les premières actions qu'ils ont menées, ça leur a mené plus que ce qu'ils ne prévoyaient. Donc, ils nous demandent une subvention de 6 000 € Comme l'an passé. comme l'an passé. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il est difficile de s'opposer à ce genre de manifestation, ça bénéficie aux enfants. Malheureusement pas à toutes les classes, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est que 2 enseignants ne veulent pas, ont d'autres projets éducatifs et qui ne faisaient pas partie de ces projets. Mais alors ça ne sera pas une classe découverte, mais ils sont centrés sur autre chose. Si toutefois les actions prévues, parce qu'on n'a malheureusement pas de chiffres, Sur les actions, on m'a donné des estimations. Après, c'est des estimations. les estimations du peut-être, du donc on n'a pas de chiffres, hein, c'est compliqué. La part donnée par les parents restera fixe. Oui, Celle de la mairie aussi. Et qui compensera si... Dans ces cas-là, ils partiront. Il y a moins de classes qui partiront. Et l'hébergement, c'est dans un centre avec du personnel... oui, c'est le domaine du Pignada, spécialiste du voyage scolaire au Pays Basque depuis 30 ans. Un emplacement unique en plein cœur de la côte basque, en bordure de forêt, à 3 km des plages d'Anglette et un programme sur mesure. Donc toutes les activités proposées sont faites par des encadrants. Il y a des gens sur place. Oui, c'est Ce comme... ne sont pas que les comme enseignants qui assurent... quand ils sont partis au ski ou ils ont été pris par des moniteurs de ski. Il serait intéressant d'avoir un budget présenté. Ça ne peut être qu'un budget prévisionnel, puisque toutes les actions ne sont pas terminées. On ne peut pas vous donner un budget réel. Je peux vous le faire passer, madame. Moins de Non, mais à l'occasion, Oui, mais même là maintenant, On peut vous donner que les chiffres des actions qui ont été réalisées, mais on ne peut pas vous donner celles qui sont à venir. Donc ça reste un budget provisionnel et il a été convenu avec les enseignants et la directrice que si effectivement notre participation n'excédera pas 6 000 € et que si effectivement les actions qui sont portées ne suffisent pas, et du même que la participation des parents n'augmentera pas, effectivement il y aura des classes qui ne partiront pas. Au niveau des parents, la participation ne pose Non, pas de problème. non. C'est bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Ah, pardon, une Au abstention. dernier moment, Une abstention, très bien. dernière seconde. Abstention. Et pour les enfants. Très bien. Alors, on va revenir au point précédent, puisque la technique fonctionne. Donc, ça concerne le plan de financement donc pour l'aménagement de l'entrée du stade. Alors,
Je vous donne, donc comme je vous l'ai expliqué, donc, on prévoit de réaménager donc, l'entrée du stade de rugby. Donc cet aménagement permettra de moderniser l'accueil du parc des sports en créant aussi une nouvelle entrée et de rendre accessible au PMR l'accueil du stade. Voilà. Le montant prévisionnel du projet s'élève à 106 788,89 € hors taxe. Nous allons solliciter l'État dans le cadre de la DETR. Donc, le plan de financement est le suivant. En termes de dépenses, la maîtrise d'œuvre coûte 6 987,89 € et le montant des travaux est de 99 801 €, soit un total de 106 788,89 €. Donc, nous espérons avoir donc, la DETR à hauteur de 40% pour un montant de 42 715,56 €, ce qui ferait un autofinancement de la commune à hauteur de 64 073,33 €. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Alors, on va vous le montrer. On va vous lancer la vidéo déjà, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Voilà. Pas de musique? Si on peut. Ah, oui. Attends, je peux plus accéder. Change tout le musique. Attends, je peux le début, je suis obligée. Ah ouais, tu n'as pas Je peux accès. pas la mettre, c'est pas accès. Il est pas au point. Bon, ben, on a coupé la musique. Voilà, donc l'aménagement qu'on vous propose. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Non, c'est bon pour tout le monde? Bon, très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je pense que la fin des travaux est prévue normalement pour le mois de mai. Voilà. S'il n'y a pas d'imprévu d'ici là. Les travaux vont se faire pendant la saison. Oui, oui. Voilà, c'est bien. Alors ensuite, le point suivant concerne la convention de guichet unique de l'habitat France Rénov, terrassonné au Périgord Noir, donc 2025-2029. Donc vous savez que depuis le 1er janvier 2024, la communauté de communes a mis en place un guichet unique donc, de l'habitat, France Rénov. Donc bon, l'objectif donc de ces guichets uniques, c'est d'accompagner donc au niveau technique et financier donc les propriétaires privés donc dans leur projet de réalisation de travaux d'amélioration de logement. Donc ça passe par la valorisation de l'offre locative, l'amélioration du confort des logements, la dynamisation de l'activité économique liée au bâtiment. Donc à ce titre, la commune verse 15 000 € pour notamment le ravalement des façades. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que 79 ménages lardinois ont été accompagnés par le guichet unique de l'habitat de la communauté de communes depuis le 1er octobre 2022. Parmi ces 79 ménages, dont de nombreux accompagnements sont toujours en cours, 13 dossiers ont été agréés par l'ANA, avec attribution de subventions par différents financeurs. Cela correspond à un total de 337 422,47 € d'aide attribuée, dont 32 248,09 € par la communauté de communes. L'impact d'un point de vue économique est de 469 075 de travaux générés sur la commune donc, du Lardin.
Au niveau donc, de la communauté de communes, ça a été en fait 4 55 549 travaux générés, dont 1 857 586 pour les entreprises issues de la communauté de communes, soit 46%, ce qui est quand même pas négligeable. Et on estime que 1 euro investi par la communauté de communes a contribué à générer 6,1 euros de travaux pour les entreprises de notre territoire. Donc je pense que c'est effectivement une bonne action qui est menée donc, par la communauté de communes. Alors aujourd'hui, le guichet unique donc, de l'habitat, c'est 4 agents, plus un recrutement qui est en cours. Les perspectives pour 2025, c'est une intégration au niveau du national France Rénov', si l'ensemble des partenaires, dont la commune du Lardin-Saint-Lazare, valide le projet de convention Pacte territorial France Rénov'. Et l'intérêt de cette intégration, ce sera de pérenniser le service en place avec plus de visibilité à l'échelle nationale et plus de subventions donc, pour le fonctionnement. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce... Alors, ça vous a été le projet de délibération qui fait aussi certainement de pages, une page et demie, vous a été envoyé. Est-ce que vous souhaitez que je vous le relise? Ou est-ce qu'on peut voter sans que je vous le lise? Donc, c'est bon, tout le monde l'a lu? Donc, on va procéder au vote si vous n'avez pas de questions et pas de remarques. Non, c'est bon? Non. Non, après. Bon. Allez, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Alors il est envisagé, donc je pense que donc aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement nous avons versé depuis 2022 15 000 euros par an pour le ravalement de façade qui n'a pas été utilisé. Donc il n'y a eu aucun ravalement de façade. Donc je vais proposer que ça soit étendu à la modernisation des vitrines commerciales. Voilà. Et la vitrine, par exemple, du libraire. Oui. Non, elle n'y était pas. Non, non, c'est pas une façade. Non. Non, les façades, c'est la façade, le mur avec le ravalement de façade en fait. Et c'est pour ça que on va proposer que effectivement on rajoute les vitrines commerciales. Parce que bon, effectivement, c'est de l'argent que l'on a mis, qui n'a pas été consommé. Mais bon, voilà, c'est dommage, puisque bon, l'idée, c'est quand même d'aider effectivement au financement de ces travaux-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier. Juste une petite question, ou alors en fin concernant justement l'habitat. Oui. C'est des personnes de la commune qui m'ont appelé pour me faire part de leur... Ben allez-y, c'est le moment. Ils ont été sollicités par la société Énergie Environnement pour pour la pose de panneaux photovoltaïques. Ils voulaient savoir si la commune, si la mairie était informée de ce genre de... Non, il y a plein de démarchages. commercial. Ouais, il y a plein de démarchages commerciaux, surtout pour les panneaux. Ils se sont présentés en disant qu'ils se présenteraient sur la commune du Lardin, donc le 15, aux alentours du 15 janvier, pour faire une visite des terrains. Et c'est nominatif, c'est arrivé par courrier. Les gens l'ont reçu par courrier dans des secteurs bien identifiés. Non, mais j'ai pas donné d'accord là-dessus, ni quoi que ce soit. Donc, vous savez, des démarchages aujourd'hui. Non, tout à fait, mais bon... Non, la commune n'a pas donné... Il se posait la question de savoir si la mairie avait été informée de cette démarche, de cette... Non. Parce que pour les nominatifs, c'est toujours... Ouais. Non, on n'a pas été informé, mais bon, il y en a plein. Voilà, je profitais de la rénovation de l'habitat. Tout à fait. Bon, j'ai fait voter là? Oui. J'ai fait voter ou pas? Oui. Non? Oui, non? Alors, oui. Bon, allez, ça marche. Juste, alors, je reviens sur la précédente, c'est que j'ai dû endormir tout le monde avec mes questions sur la sortie scolaire, parce qu'on n'a pas voté, je pense, on n'est pas revenu sur la subvention à la jeune dame de Saint-Lazare. Voilà, et je voulais savoir s'il était possible d'avoir le courrier avec le détail
Le courrier que je vous ai lu? Oui, Oui, bien sûr. voilà. Donc, Oui, oui, il n'y a pas de souci. Pour Oui. savoir ce qu'il a mis. Oui, mais enfin, je vous l'ai lu, hein, donc il n'y a pas autre chose que ce que je vous ai lu. Mais bien sûr, vous pouvez l'avoir, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que je pense qu'on ne l'a pas voté tout à l'heure. Hein. On l'a pas voté? Mais si, on a voté le tout. Ah, C'était les deux étaient ensemble. Donc on a voté les 6 000 plus les 500. Mais je vous donnerai le courrier, il n'y a aucun problème. Alors, eh ben, on a terminé l'ordre du jour. Donc on va donc passer aux questions donc, de l'opposition. Alors, la première question concerne, je lis, donc, la cabane à Don a été transférée vers l'ancienne mairie il y a un peu plus d'1 an. Pouvez-vous nous faire un retour sur son nouveau fonctionnement et nous indiquer quelle en est la fréquentation? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle fonctionne bien. Qu'elle est beaucoup plus propre et qu'elle est beaucoup plus agréable que celle qui était là-bas et sur laquelle effectivement nous n'avions pas d'action les gens pouvaient y aller n'importe quand, mettre n'importe quoi et faire n'importe quoi. Donc la cabane à Don aujourd'hui est ouverte le lundi et le vendredi matin. Elle est un peu moins fréquentée. Par contre, le mercredi après-midi, il y a à peu près jusqu'à 22 personnes, voire plus. Tout est noté donc sur un cahier, le nombre de bénévoles, les dons, etc. Compte tenu donc du nombre de personnes le mercredi, il est envisagé que la cabane à Don soit ouverte le 3e mercredi matin du mois, jour de la banque alimentaire. Voilà. Effectivement, souvent c'est à peu près le même public, voire voilà. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous vouliez savoir d'autre, mais voilà ce que je peux vous dire moi sur. Donc c'était pour connaître le fonctionnement, parce que bon, beaucoup s'interrogent ou beaucoup pour donner c'est toujours facile, pour aller chercher c'est quelquefois plus compliqué quand ce n'est pas anonyme. Voilà. Donc c'était pour savoir s'il fonctionne. Non, ça fonctionne. C'est le même. Ouais, ça fonctionne très très bien. Et si les gens se déplaçaient. Oui. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Ça fonctionne très bien et même elle est maintenant trop petite. Mais bon, après, on nous demande de trouver un autre local, mais on n'a pas d'autre local, malheureusement. Donc pour l'instant, on est obligé de la laisser là. Tout est serré, c'est très bien rangé du coup, mais voilà, effectivement, il arrive un moment où. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Alors, je vais répondre à votre deuxième question. Alors, un avis émanant du Centre des finances publiques de Périgueux, non daté ni signé, a été affiché en mairie à une date inconnue. Il visait à prévenir les propriétaires fonciers d'une mission confiée à un géomètre cadastreur en vue de travaux topographiques pour la conservation cadastrale, ce entre le 1er juin et le 30 octobre 2024. Un tel affichage ayant pu passer inaperçu pour certains propriétaires, pouvez-vous nous confirmer que cette mission a bien eu lieu, qu'elle est bien achevée et avez-vous eu les conclusions, notamment en termes de défaut de déclaration de certaines installations sur des propriétés privées et d'ajustement des impôts fonciers? Alors, cet avis, je vous signale que cet avis a été rédigé par le Centre des finances publiques de Périgueux et que nous n'avons pas compétence donc, pour lui imposer un formalisme particulier. Donc, s'il n'y avait pas de date et pas de signature, je suis désolée, mais ça vient du Centre des finances publiques. Donc je crois qu'il est mentionné dessus, le maire de la commune désignée. Comment? C'est pas nous qui l'avons, oui, c'est ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Hein. Donc moi, j'ai pas rédigé ce courrier. Non, mais il est effectivement très officiel, mais il est précisé sur le document qu'il doit être daté et signé par le maire de la commune qui l'a fait. Bon, écoutez, si on ne l'a pas fait, on l'a affiché sans que je le signe et sans que je le voie. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette mission a bien eu lieu, que le géomètre du cadastre donc n'établit pas de conclusion et que ensuite vous en faites partie, vous allez être convoqué dans la commission, que la commission communale des impôts indirects, dont vous faites partie. Et vous serez convoqué, et c'est là où effectivement les faits vous seront retracés, et donc les anomalies qui auront été trouvées ou pas seront signifiées. Voilà. Mais avant, on n'a pas connaissance. C'est le travail du centre des impôts. Nous n'en avons pas connaissance, hormis
le jour de cette commission. Voilà. Donc ça vous sera signifié puisque vous en faites partie. Voilà. J'ai répondu à votre question? C'est bon? Après, troisième question. Par arrêté en date des 29 octobre 2024 et 12 novembre 2024, vous avez autorisé des transferts de permis de construire vers la société SCCV Opino, créée le 1er octobre 2024. Le premier fait mention d'un transfert de permis de construire accordé à la SAS Hexagone Group Promotion. Le second est moins explicite. Le second arrêté ne précisant pas à qui avait été accordé le permis initial, alors que cette mention pourrait être de nature à l'invalider, pourriez-vous nous faire savoir si le bénéficiaire en était bien la même société? L'adresse mentionnée sur les arrêtés étant inexistante, numéro erroné, ceux-ci sont donc entachés d'une erreur matérielle. Ne serait-ce pas de nature à les rendre contestables? Pouvez-vous expliquer les raisons précises de tels transferts et quelles en sont les répercussions en termes de délai de réalisation des projets envisagés? Alors, la première question. Pourriez-vous nous faire savoir si le bénéficiaire en était bien la même société? A priori, oui. Pour moi, la SCCV Opino, c'est une société civile qui a été créée, effectivement, par Hexagone Group. Voilà. Ensuite, l'adresse mentionnée sur les arrêtés étant inexistante, numéro erroné. Alors, il y avait marqué, je crois, 1416. En fait, c'est un tiré. Il manque un tiré, c'est 14-16. Voilà. Donc, il manque un tiré. Ceux-ci ne serait-ce pas de nature à les rendre contestables? Ben, écoutez, si vous voulez les contester, contestez-les. Mais enfin, bon, à mon avis, il manque un tiré, c'est tout, sur les deux numéros de rue. Voilà. C'est pas 1416, mais c'est 14-16. C'est ce qui va être fait, effectivement. Et la troisième question, pouvez-vous expliquer les raisons précises de tels transferts et quelles en sont les répercussions en termes de délai de réalisation des projets envisagés? Non, je ne peux pas vous expliquer. Il s'agit d'une société privée, comme vous le savez. Donc, pourquoi ils ont fait ce transfert? Je ne sais pas, ça les regarde. En ce qui concerne donc les délais de réalisation du projet envisagé, eh bien, écoutez, il va y avoir une cérémonie des vœux le 7 janvier. Vous poserez la question au PDG, puisqu'il sera là en présence. Voilà. Et il pourra vous répondre. Et je vous répète qu'il s'agit du... Je ne sais pas si les vœux sont... Si la question sera bienvenue aux vœux. Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de... Ah ben, écoutez, il sera présent, vous pouvez lui poser la question. Je ne peux pas répondre, madame, au nom... Oui, il interviendra pour donner des explications sur le délai de réalisation. Je ne suis pas la seule à sûrement avoir des questionnements à ce sujet. Il n'y a pas une journée où je peux vous dire que... question sur la construction de ce... je peux vous dire que ça suit son cours. Et que effectivement donc le PDG sera là et pourra présenter, va vous expliquer et pourra répondre vraisemblablement à vos questions. Voilà. Moi je ne vais pas répondre au nom d'une société privée. Je vous répète que la commune n'a plus rien à voir dans cette entreprise et qu'il s'agit d'une entreprise privée. Donc moi je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces transferts. Vous lui poserez des questions. Non, mais c'est sûr que c'est une entreprise privée, mais beaucoup attendaient, alors peut-être pour s'y installer, beaucoup attendaient pour des travaux ça a pris du retard. Des entreprises, donc c'est tous les jours, tous les jours j'exagère, mais au moins une fois par semaine. Non, mais je peux le comprendre et je peux l'entendre. Hein. Quand on fait le marché de Lardel, il ne passe pas un vendredi sans que la question soit posée. Alors les travaux, vous leur dites que c'est en cours, que ça a pris du retard et je crois que je l'avais déjà expliqué que la situation est compliquée pour les investisseurs et que il a vécu des périodes compliquées. Il vous l'expliquera lui-même. Mais de toute façon, les travaux vont vraisemblablement suivront leur cours et vont vraisemblablement démarrer sur 2025. Mais je ne peux pas m'engager pour quelque chose que je ne maîtrise pas, puisque je vous rappelle qu'il s'agit du domaine privé et je ne commande pas chez les autres. J'essaye de gérer au mieux la collectivité, mais je ne... C'est suffisamment compliqué à gérer chez soi. Je suis bien d'accord. Sans s'occuper des affaires du voisin. Absolument. Voilà, donc il sera là en présence et vous pourrez lui poser la question. Quatrième
Point, lors du précédent conseil municipal, nous avons appris la démission de la conseillère déléguée aux affaires sociales et à la vie de la cité, certainement pour des raisons personnelles. Sa charge de travail, non des moindres, n'ayant pas été attribuée, pouvez-vous nous confirmer que ce poste reste vacant, que nous ne serons que 18 désormais à siéger au conseil municipal et que c'est vous qui le faites, reprenez ces attributions comme vous l'aviez déjà fait pour le poste d'adjoint aux finances. Alors, je vais vous répondre qu'effectivement, nous serons que 18, voilà, et que, bon, il nous reste un peu plus d'un an à faire. Donc, nous allons rester 18, c'est tout à fait légal, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ensuite, en ce qui concerne donc la charge de travail, donc, qui a été assurée jusqu'à maintenant par Françoise Lacoste, effectivement, elle a bien assurer sa fonction donc, au niveau donc, de l'animation de la vie de la cité. Au niveau des affaires sociales, elle ne voulait pas s'impliquer dans tout ce qui est banque alimentaire. Donc, en ce qui nous concerne, c'est pas moi seule qui vais reprendre effectivement ses fonctions. Nous sommes répartis son travail sur les différents adjoints en poste. Voilà, et nous allons terminer le mandat comme ça. Donc, et bon, pour l'instant, on n'y arrive pas trop mal, je crois. Voilà. Donc, il n'y aura aucun impact sur la vie de la cité et sur les affaires sociales, puisque de toute façon, je vous dis, elle ne s'occupait pas de la banque alimentaire. Puisqu'elle avait elle-même dit qu'elle ne s'en occuperait pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Après, il y a une question. Alors, les nouveaux licenciements qui ont eu lieu le 13 décembre dernier à SVL, ne sont-ils pas le glas de la société? Qu'en est-il des potentiels repreneurs que vous aviez évoqués à plusieurs reprises, de tout ou partie de l'établissement, structure et personnel? Bien évidemment que l'on peut que regretter ce qui se passe à SVL, mais c'est malheureusement la suite logique de ce qui s'est passé aux papeteries de Condat, puisqu'on savait très bien qu'en 2024, fin 2024, le contrat donc, de SVL se terminerait et que si d'ici là nous n'avions pas trouvé de repreneur, malheureusement, il y aurait des licenciements. Donc effectivement, il y a eu 19 licenciements dernièrement. Je regrette, je le déplore tout autant que vous et tout autant que tout un chacun. Malheureusement, comme je lui ai dit, on savait que ça allait arriver si il n'y avait pas de repreneur pour SVL. Alors, au niveau de SVL, effectivement, nous avions été, dirons-nous, dans le dernier carré pour qu'un repreneur potentiel puisse reprendre donc SVL dans son intégralité. Nous étions donc dans les deux finalistes. Et là aussi, je vous rappellerai que SVL est une société privée, que nous faisons tout notre possible avec le président de la communauté de communes, avec la région, avec le département, avec tous les gens qui sont partie prenante dans la vie économique de ce département et de cette région. Cependant, les décisions appartiennent ensuite à l'entreprise privée. Voilà. Donc nous ne sommes jamais évidemment conviés dans le face-à-face, je dirais, décisionnel de fin de négociation. Et ça appartient entièrement donc au PDG de l'entreprise de signer ou pas. Voilà, donc nous regrettons qu'effectivement cette signature ne se soit pas passée et que l'entreprise ait été obligée de partir en Occitanie à Foix exactement. Donc à ce jour, je peux vous dire que nous travaillons d'arrache-pied avec le président de la communauté de communes et que nous avons représenté 5 ou 6 repreneurs à la société SVL, mais dont les négociations n'ont jamais abouti à ce jour. Voilà. Nous sommes là pour parler encore avec un repreneur. J'espère que ça aboutira, mais je ne peux pas vous en dire. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous mettons tout le monde autour de la table, mais comme je vous l'ai dit, la décision ne nous appartient pas. Et les sociétés en ce moment font un petit peu le chantage à l'emploi et ils attendent des subventions.
Alors les subventions, il y en aura de moins en moins, hein, vous savez, comme pour les collectivités. Et comme voilà, la région donne de moins en moins d'aide, le département qui n'a pas la compétence économique, il a que sur certains secteurs d'activité également. Et c'est compliqué aujourd'hui pour tout le monde. Et donc, alors je ne sais pas s'ils attendent la chasse, s'ils font la chasse aux subventions. Bon, je ne suis pas certain, mais toujours est-il que le contexte politique français et le contexte international n'est certainement pas un contexte qui favorise les investissements, quels qu'ils soient, et la venue d'investisseurs. Voilà. Et au vu de ce qu'il est en train de se passer dans notre pays, je ne suis pas sûre que ça soit favorable, effectivement, pour attirer des investisseurs aujourd'hui. Voilà. Donc on fait tout ce qu'on peut, mais rien ne nous arrange. Voilà. Donc malheureusement. Donc j'espère que on arrivera à trouver une solution déjà dans ce pays pour que la vie économique puisse se dérouler, comme je dirais, plus paisiblement qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que vous savez, quand vous gérez des entreprises, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est sûr, c'est très compliqué. Par contre, une entreprise qui est subventionnée, on en sait quelque chose. Hein. Pas SVL, hein. Non, Ah. moi, non, Oui, pour les papeteries, vous parlez. D'accord. Entre autres, une entreprise qui ne peut pas vivre de son produit, de son travail, ben, il faut arrêter de suite, quoi, parce qu'on fait quoi? On injecte de l'argent, et évidemment que tout le monde veut que les entreprises perdurent et fassent travailler du monde, mais si c'est pas viable, c'est pas viable. On est bien d'accord. C'est de l'argent public dépensé à tort et à travers. On est bien d'accord, et il y a de cela un an, on s'est élevé contre tout ça, mais bon, on n'a pas été écouté, et puis ben, on verra ce que l'avenir nous réservera. Espérons qu'on aura tort, mais on verra bien. Voilà. Alors, 6e question. La CFE semblerait avoir énormément augmenté pour certains artisans et commerçants de 2023 à 2024. Comment le calcul a-t-il été effectué? Combien d'entreprises de la commune relèvent normalement de la CFE? Combien y sont effectivement soumises? Donc combien en sont exonérées compte tenu de leur situation ou sur demande? Toutes sont-elles imposées sur la base de la valeur locative de leur local d'activité lorsqu'ils en occupent un? Sinon, combien le sont en fonction du chiffre d'affaires? Combien d'entreprises ont vu leur régime d'imposition modifié de 2023 à 2024? Bon, alors vous savez très bien que la CFE, la commune ne touche plus la CFE, donc bon, en tant que maire, bon, normalement on ne devrait pas répondre à cette question, si ce n'est bien que ça a été voté à l'unanimité en conseil communautaire, dont j'étais présente. Bon, par contre, je vais vous changer de casquette et je vais vous répondre en tant que vice-présidente en charge de l'économie à la communauté de communes, puisque la CFE est touchée par la communauté de communes, et ces décisions ont été prises par le conseil communautaire, je le répète, à l'unanimité des maires, et donc je vais donc vous expliquer. La CFE émane donc tout d'abord de la suppression de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a été supprimée en 2010 et mise en application en 2011. Donc cette suppression de la taxe professionnelle a fait suite donc la CFE et la CVAE qui ont remplacé donc la taxe professionnelle à partir donc de 2011. Donc la CFE était touchée à l'époque par les communes et les communautés de communes, et la CVAE par le département et la région. Donc on va pas parler de CVAE. En 2016, la communauté de communes a opté pour la fiscalité professionnelle unique. Donc, de ce fait, la CFE n'a plus été touchée par les communes, mais uniquement par les communautés de communes. Alors, il y a deux types de CFE. Donc, il y a la CFE générale, du régime général, auquel cotisent toutes les grandes entreprises. Les entreprises qui ont une surface locative, une surface foncière relativement importante. Et il y a la base minimum de CFE, qu'on appelle, qui touche les faibles valeurs locatives. Donc, et c'est là, donc par exemple, les artisans, les petits commerçants, les professions libérales, par exemple les médecins, les dentistes, qui ont des petites surfaces locatives, mais par contre qui ont des chiffres d'affaires importants.
Alors, la CFE, il y a une base de CFE donc, qui est fixée donc, par l'État. Et ensuite, il y a la communauté de communes qui vote un taux. Donc, le taux n'a pas été augmenté. Mais par contre, les bases ont été augmentées. Alors, jusqu'à maintenant, il faut quand même savoir que la part des bases minimum donc, sur la communauté de communes représentait que 5% de la CFE globale, ce qui est relativement peu. Donc, nous avons, lorsque nous avons décidé d'augmenter la CFE, nous sommes partis de ce constat. Et ça porte au niveau de la communauté de communes sur 993 entreprises. Et sur ces 993 entreprises, 378 entreprises en sont exonérées. Alors, les bases, c'est par palier de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur à 5 000 euros, vous êtes exonéré de CFE. Si vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur à 10 000 euros, vous avez une certaine base. Et après, ça part de 10 000 à 32 000. Les paliers, c'est de 10 000 à 32 000, de 32 600 à 100 000, de 100 000 à 250 000, de 250 000 à 500 000, et un chiffre d'affaires ensuite supérieur à 500 000. Sur l'ancienne base de calcul, avant l'augmentation, il s'avérait que les gens qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros payaient moins que les gens qui avaient un chiffre d'affaires compris entre 10 000 et 32 600 euros. Donc ceci nous a paru complètement anormal et inégalitaire. Donc nous avons choisi le fait de remettre tout ça dans l'ordre. Donc le fait de effectivement remettre tout ça dans l'ordre implique effectivement que les plus petits vont devoir effectivement aussi être touchés. Et donc nous avons donc décidé effectivement de ramener les bases qui étaient les bases minimum et qui étaient le minimum des bases minimum au maximum des bases minimum. Est-ce que vous m'avez compris? Par tranche de chiffre d'affaires, l'État donne un delta de valeur de base, un delta de base. Et soit vous prenez le minimum, soit vous prenez au milieu, soit vous prenez le maximum. Nous sommes passés effectivement du minimum au maximum. Tout ça pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, c'était des charges qui étaient vraiment minimes. Par exemple, un cabinet qui avait, un cabinet souvent, ceux qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont dans ces bases minimum, sont des cabinets de docteurs, des cabinets de médecins, de dentistes, des avocats ou des architectes, etc. Donc, par exemple, ces gens-là, aujourd'hui, qui avaient des chiffres d'affaires supérieurs à 500 000 euros, payaient pour l'année 165,25 €. Nous avons pensé que c'était ridicule. Donc, c'est ce qui nous a amené ensuite à revoir, effectivement, l'ensemble de ces impositions. Et donc, de ce fait, ils payaient moins que, donc, comme je vous l'ai dit, la tranche qui allait de 10 000 à 32 600, qui, eux, à l'époque, payaient 192 €. Donc, nous avons donc revu les bases, et nous n'avons pas touché les taux. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, donc celui qui a inférieur à 5 000, toujours exonéré, inférieur à 10 000, donc il avait une base de 565, il reste à 565. Ceux qui ont entre 10 000 à 32 500 sont passés d'une base de 768 à une base de 1130. Ceux qui ont, dans la tranche 32 600 à 100 000, avaient une base de 786 et sont passés à 2374. Et ainsi de suite. Et ce qu'on arrive à un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros, qui avait des bases de 661, donc ce qui les faisait payer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 25% de 661 pour la communauté de communes, ça leur faisait payer 165 €. Ils sont passés à une base de 7 349, effectivement. Donc, ce qui leur fait aujourd'hui, 1337 € à payer au lieu de 165 € pour un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €. On est d'accord? Donc si vous le ramenez au mois, ça fait 153 € par mois pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €.
Alors, il est clair que pour les gens, ceux qui sont le plus impactés par cette mesure, on en convient, ce sont ceux qui ont des petits chiffres d'affaires, effectivement, pour lesquels ça représente souvent une augmentation importante. Alors, le président de la communauté de communes a négocié auprès donc, du service des impôts un étalement sur l'année pour pouvoir payer donc, cette charge supplémentaire. Voilà. Donc ils peuvent la demander. Ceci dit, il faut quand même savoir que donc, pourquoi nous avons choisi d'augmenter cette tranche donc, d'entreprise. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, elle représentait que 5% donc, de la CFE globale. Aujourd'hui, avec cette augmentation, elle ne représente encore que 15%. Donc le montant de la CFE globale, donc, au niveau donc, de la communauté de communes, c'est 2 829 645,90 avec cette augmentation. Et donc, la part des bases minimum, donc celle dont on vient de parler, représente 1 691 609 avec donc l'augmentation, représentera 15%. Et elle représentait avant l'augmentation seulement 5%. Donc, et d'autre part, donc, nous avons pensé que effectivement on pouvait peut-être toucher à ces bases-là parce qu'elles nous semblaient relativement modiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, payer 162 € quand on a 500 000 € de chiffre d'affaires. D'autant plus que ce sont notamment les entreprises qui bénéficient de notre fonds d'aide économique, puisque à la communauté de communes dont je m'occupe, puisque je suis la vice-présidente en charge de l'économie, il y a un fonds économique qui est dédié à l'aide à l'installation et au développement des TPE. Et on est donc dans ce cadre-là souvent, sauf après au-delà de 500 000, parfois c'est pas des TPE, mais ça peut y rester encore, je pense, la plupart du temps. Donc nous aidons effectivement, et tout le monde, beaucoup d'entreprises ici sur le secteur en ont bénéficié. Donc toute personne qui s'installe a droit à une aide, et à une aide je peux donner les montants de toute façon, 1 500 € pour toute création d'entreprise, ça c'est acquis. Et ensuite, il y a un pourcentage en fonction donc, des investissements qui sont réalisés. Mais ça n'excède pas une aide de 5 000 € au total. Et ensuite, il y a des aides de la région. Donc ça, c'est par délégation d'une compétence que la région a attribuée aux communautés de communes. Et on fait ça au travers d'un règlement d'intervention. Donc, et ensuite, ça a été soumis et voté, évidemment, au conseil communautaire. Voilà. Donc nous aidons d'une part donc, toutes ces entreprises effectivement à s'installer, mais en contrepartie, il faut qu'à un moment donné, effectivement, les budgets, on a vu j'avais un budget en 2022 de 150 000 €, ensuite il a passé à 200 000 et on va être obligé de le passer, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a de l'activité sur notre territoire, à 250 000 pour le prochain budget. J'ai demandé à avoir 250 000 pour le prochain budget. Voilà, ce sont ces mêmes entreprises qui bénéficient de ces aides. Donc il s'agit, on peut le voir sous cette forme-là, d'une mutualisation, c'est-à-dire les uns vont payer pour les autres, mais au final, le tout, c'est qu'il y ait une dynamique sur notre territoire. Et je ne pense pas, comme je vous l'ai dit, que effectivement des entreprises qui payaient 162 € par an d'impôts de CFE pour avoir 500 000 € de chiffre d'affaires, cela nous a semblé effectivement relativement minime et pas tout à fait juste. D'autant plus que, je vous l'ai dit, ceux qui avaient un plus petit chiffre d'affaires payaient plus. Voilà. Donc il a fallu rétablir cette situation. Voilà, donc je l'ai expliqué. Alors au travers de ça, il faut savoir que la communauté de communes et la commune a voté, puisque vous savez qu'on était en ZRR, zone de vitalisation rurale, et nous avons voté, puisque on a demandé aux communes, et c'est nouveau, donc de voir si on était d'accord, et vous l'avez voté ici en conseil municipal avec moi, pour passer en FRR, donc France Ruralité Revitalisation, qui donne quoi? Qui donne une exonération pendant 5 ans à 100% donc de la CFE et d'impôt sur le revenu, et ensuite pendant les 3 années qui suivent, il y aura une dégressivité sur ces mêmes exonérations à hauteur de 75, 50 et 25% pour la 8e année.
Donc, ça veut dire que la différence, c'est qu'avant, quand on était en ZRR, l'État compensait la communauté de communes de la perte de CFE qu'elle n'avait pas perçue de par ses exonérations. Sauf que maintenant, avec le dispositif que nous avons voté, et qui est donc la France Ruralité Revitalisation, la communauté de communes n'est plus compensée. L'État se désengage, là aussi, et ne compense plus, ce qui fait que ça se matérialise par une perte de 80 000 € déjà pour la communauté de communes. Parallèlement à ça, la communauté de communes met en place différents services dont tout le monde bénéficie. Alors vous avez pu voir notamment le bus France Service, qui est un véritable succès et qui rend effectivement beaucoup de services, comme son nom l'indique, à la population. Et je pense, et le Lardin, j'avais vu les statistiques, est le bus le plus fréquenté. Hein, c'est ici où il y a le plus de fréquentation. Voilà, donc c'est vraiment un réel service qui est apporté à la population, mais ça a un coût. De même que les centres de loisirs pour les enfants, donc nous ici nous n'en avons pas, ils vont soit, donc nous souvent c'est à l'Estrade à Terrasson, il y en a un, la communauté de communes en a créé un aussi à Badefol, donc ça ce sont des services supplémentaires qui ont été créés par la communauté de communes, qu'il faut bien financer. Et il y en a d'autres, mais donc tout ceci se finance effectivement, il faut trouver de l'argent à un moment donné pour financer tout ceci. Voilà, donc, et c'est le rôle des collectivités, qu'on soit une commune ou qu'on soit une communauté de communes, c'est de proposer des services à la population pour que déjà que notre territoire soit attractif, qu'on puisse continuer à garder nos écoles ouvertes, qu'on continue à avoir du monde dans nos commerces. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vie économique d'un territoire. Voilà ce que je peux vous dire sur la CFE. Je pense avoir répondu. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce qu'on ne les a pas, parce que comme je viens de vous l'expliquer, la commune ne perçoit pas la CFE. Donc je ne peux pas vous donner les chiffres de la CFE des bases minimum. Je peux simplement vous donner la CFE globale pour la commune du Lardin. Donc ça veut dire, c'est la CFE pour les entreprises de grande taille et pour celles qui sont sur la base minimum. Donc, la CFE en 2023, le montant était de 684 726. En 2024, elle était de 754 272 pour le Lardin. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne la touchons plus. C'est la communauté de communes qui la touche. Voilà. Et je vous ai donné les montants tout à l'heure pour la communauté de communes. Vous comprendrez aisément qu'il faut l'expliquer aux commerçants. Ce que j'ai fait. Parce que c'est... Je l'ai fait. C'est difficile donc ils sont exonérés pour certains. Oui. Ceux qui viennent de se créer. Un certain temps. Certaines touchent une subvention. Faut-il encore qu'ils tiennent dans le temps pour un jour pouvoir reverser ce qui leur a été donné. Donc quand vous êtes interrogé, c'est aussi compliqué. Ceux qui viennent de se créer sont exonérés pendant 5 ans. Voilà. Donc déjà, ils ne sont pas impactés par cette mesure. Non, déjà. Mais faut faire comprendre aux autres l'impact que ça a et parce que payer. Alors après, je vous l'ai dit, l'impact, si vous le ramenez au mois, c'est de l'ordre de 80 €, 100 € par mois. Donc si une entreprise aujourd'hui, quelle qu'elle soit, ne peut pas supporter effectivement 100 € par mois, c'est un peu compliqué, je pense, pour l'entreprise, effectivement. Sûrement. Alors, le fait de pouvoir l'échelonner, parce qu'effectivement, ils l'ont reçu maintenant en même temps que les taxes foncières, etc., c'est pour ça que le président de la communauté de communes a demandé une possibilité d'échelonnement. Alors, peut-être qu'effectivement, ceux qui sont prélevés directement, pour cela, ça va être compliqué. Mais pour ceux qui ne le payent pas en prélèvement automatique, il y a la possibilité de l'échelonner. Voilà. Donc ils n'ont pas le couteau sous la gorge. Donc c'est acté, ça, ils peuvent effectivement le demander dès à présent. Et alors la différence aussi, oui, de ce que je ne vous ai pas dit sur la FRR tout à l'heure, c'est qu'en fait, à la différence, donc, quand vous étiez en ZRR et que vous créez votre entreprise, vous étiez exonéré de fait. Sauf que là, avec la FRR, l'État est très malin. Si vous ne le demandez pas, vous ne serez pas exonéré. Voilà. Voilà, donc... Ce que je retiens, c'est que l'État ramasse de plus en plus d'argent et ça va de plus en plus mal. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Je
Je suis bien d'accord. Ce qu'il faut dire, monsieur... Le dernier qui voit ça de son pas de porte, il doit se demander à quoi sert l'argent. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État se désengage de plus en plus, que ce soit au niveau des collectivités locales telles que les nôtres, mais également au niveau des départements. Et donc que les situations des collectivités territoriales deviennent très 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 compliquées. Voilà. Et qu'on ne sait pas trop où on va aller, la loi de finances n'est pas votée, les orientations c'est difficile, donc il faut être aujourd'hui très très prudent sur les investissements, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux investisseurs, quels qu'ils soient, c'est très compliqué aujourd'hui pour pouvoir prendre des décisions, parce qu'il y a une nébuleuse et on ne sait pas franchement où on va. Voilà. Sur le Lardin, on sait combien, vous avez parlé de 740 000 Oui, reversés au Lardin, c'est sur combien de personnes? C'est une moyenne à combien? Je peux pas vous le dire ça, je l'ai pas. Je peux vous dire que donc au total c'est sur 980, ça touche au niveau de la communauté de communes, ça touche 993 entreprises, dont 378 sont exonérées. Voilà. Et après j'ai pas le détail au niveau des communes, puisque je vous dis, c'est pas nous qui percevons. Bon, les commerçants du Lardin... Il y a des montants qui circulent. De toute façon, alors il faut savoir qu'il y a une part de cette taxe CFE, donc qui est 25%, le taux de 25% est voté donc par la communauté de communes, mais là-dessus, il se rajoute une partie qui va aux chambres consulaires, donc chambres des métiers, à la CCI, à la région et à l'État. Voilà. Donc ce n'est pas, tout ne va pas à la communauté de communes. Voilà. Mais certes, on a augmenté les bases. Voilà, tel que je voulais expliquer, parce qu'il y avait, pour rattraper une inégalité et en fait quelque part une injustice, puisque je vous dis que ça représentait que 5%, donc c'est pas beaucoup, hein, donc de la base de CFE. Voilà. Donc, et d'autre part, ce sont ces catégories-là qui sont le plus aidées au niveau de la communauté commune. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous a semblé que c'était la catégorie qui pouvait effectivement le supporter. Et si je vous l'ai dit, si on raisonne au mois, ça fait 150 € au maximum par mois. Voilà. Pour une entreprise, hein. On ne parle pas de particulier là, on parle d'entreprise. Voilà. Et celles qui ont en dessous de 10 000 € de chiffre d'affaires, elles sont exonérées. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Très bien. Ben, écoutez, je crois qu'on va pouvoir lever la séance. Non, j'ai une dernière chose. Alors oui, je vais vous le donner hors séance du conseil municipal. Donc on va considérer que la séance est terminée. Je vais vous demander de rester. J'ai encore une information à vous communiquer.